Imagine, tu mets 100 000 euros dans une startup que personne ne connaît et quelques années plus tard, elle vaut plus d'1 milliard. Ou tu repères un jeune développeur, tu lui fais confiance et son idée devient une des plus grosses startups françaises. C'est exactement le genre d'histoire que vit Xavier Niel depuis 20 ans, le fondateur de Free, oui, mais aussi l'un des investisseurs les plus influents d'Europe. Avec Kima Ventures, il a misé sur plus de 1000 startups, certaines ont échoué et d'autres ont explosé. Mais dans ce monde-là, perdre souvent n'a aucune importance parce qu'une seule victoire peut tout effacer. Et c'est ça la logique fascinante du capital risque. Jouer avec l'échec pour attraper l'entreprise qui va nous faire gagner. Mais alors comment on fait concrètement pour transformer une idée fragile en une entreprise qui vaut des milliards ? Tout commence en 1946 à Boston quand un professeur de Harvard, George Dorio, crée un fonds du nom un peu vieillot d'American Research and Development Corporation, l'ARDC. Dorio, c'est un ancien général de l'armée américaine, un type obsédé par l'innovation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il supervisait la recherche militaire et voyait les innovations changer le cours de l'histoire. À la fin du conflit, il va se dire que ces technologies, elles peuvent aussi changer la vie civile. Mais le problème, c'est que personne ne veut les financer. À l'époque, si tu voulais créer ton entreprise et la financer, il y avait seulement deux options. Soit tu demandes un prêt à la banque, qui va sûrement te dire non si t'as pas une maison ou un bien de valeur à mettre en garantie, ou alors faut avoir un tonton très riche qui est prêt à te faire un chèque. Mais tout le monde n'a pas de tonton très riche. Aucune de ces deux options permet vraiment de faire émerger des technologies nouvelles, risquées, disruptives. Alors Dorio, il invente un nouveau modèle. Mettre en commun l'argent d'investisseurs privés pour les placer dans des entreprises jeunes, innovantes et ultra risquées. Une idée révolutionnaire pour l'époque, financer non pas ce qui est sûr, mais ce qui peut changer le monde. En 1957, la RDC va investir 70 000 $ sur une petite société d'informatique nommée Digital Equipment Corporation. À l'époque, personne n'y croit vraiment. Et pourtant, 10 ans plus tard, lors de son introduction en bourse, cette entreprise elle vaudra plus de 355 millions de $. Un seul pari gagnant et tous les autres échecs du fonds sont effacés. C'est la naissance du modèle du capital risque moderne et quelque part de toute la Silicon Valley. La particularité de ce modèle, c'est qu'il est construit sur l'échec. Les meilleurs fonds du monde savent qu'ils vont perdre de l'argent sur la majorité de leurs investissements. En général, les ratios ressemblent à peu près à ça. On a 70% des startups qui vont faire faillite, 20% qui vont survivre ou qui vont avoir une croissance assez molle, et 10% qui vont rembourser tout le reste. C'est ce qu'on appelle la loi de puissance. Autrement dit, une poignée d'entreprises seulement génère l'essentiel des gains. Une seule startup qui explose, un Airbnb, un Facebook, et le fonds devient rentable. C'est mathématique, et c'est ce qui rend ce système aussi fascinant que dangereux. Puisqu'ils savent que la plupart vont échouer, les investisseurs ils n'ont pas le choix, ils vont miser sur l'hypercroissance. Ce qu'ils cherchent eux, c'est des outliers, des boîtes qui sont capables de croître 100 ou 1000 fois en quelques années. Peu importe si elles vont perdre de l'argent au début, l'important ça va être de dominer le marché avant les autres. C'est pour ça que les startups financées par le capital risque brûlent du cash à un rythme énorme. On le voit d'ailleurs très bien avec l'IA où on a des financements énormes, délirants, d'entreprises qui font peu ou pas de chiffre d'affaires. Elles achètent du temps, de la vitesse, des parts de marché. C'est pour ça que les investisseurs ils cherchent des licornes, des entreprises valorisées à plus d'1 milliard. C'est pas pour leur marketing, c'est une vraie nécessité économique pour eux. Si 9 startups sur 10 meurent, celle qui survit, elle doit forcément être valorisée très cher. Sinon, le modèle il s'effondre. Mais ce système il a un prix. Pour maximiser leurs chances, les fonds ils se mettent à copier les mêmes recettes. Pendant un temps, tout le monde cherchait le prochain Mark Zuckerberg, maintenant c'est le prochain Sam Altman. Résultat, on a des fondateurs formatés, des idées clonées et une concentration géographique extrême. Dites-vous qu'aux États-Unis, 40% de tout le venture capital est investi dans un rayon de quelques kilomètres autour de Sand Hill Road à Palo Alto. C'est pas seulement une industrie du risque, c'est devenu une industrie de la répétition du succès. Et au fond, le venture capital, c'est ni bon ni mauvais, c'est un outil puissant conçu pour financer l'innovation radicale, celle qui n'aurait jamais vu le jour autrement. En fait, le problème, c'est qu'on applique cette logique à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Quand on pousse des boîtes stables à croître à tout prix, même si leur marché ne le justifie pas. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus émerger le courant bootstrap en startup, c'est-à-dire faire de la croissance sans aller chercher de financement pour grossir. Mais pour ceux qui rêvent grand, pour ceux qui veulent changer la donne, le capital risque, c'est ce qui crée les plus grands succès. Et c'est exactement ce qui va se passer à Paris en 2016. Quand Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin ont fondé Alan en 2016, personne n'y croyait vraiment. Leur idée, c'était repenser l'assurance santé. Pas en ajoutant une app sympa ni en modernisant une vieille mutuelle, non, eux ils voulaient tout reconstruire de zéro. À l'époque, le secteur de l'assurance, c'est vraiment compliqué, régulation lourde, marge fine et surtout zéro innovation. Pour les investisseurs, c'est presque comme investir sur de l'aérospatial. C'est trop risqué, c'est trop complexe. Mais eux, ils y voient une faille. Tout le monde déteste gérer son assurance. Alors pourquoi pas créer une assurance simple, transparente, humaine, entièrement gérée depuis son téléphone. Pour ça, ils ont dû convaincre les investisseurs de les suivre pour financer le projet. À ce moment, ils n'ont rien. Pas de produit, pas de clients, pas de réelle présentation. C'est Romain Lavotte chez Partech qui nous disait ça, qui a mis au tout début et qui disait vous êtes les premiers qui on investit, vous avez même pas un deck
et on avait en effet un 4-pager sur un GDoc qui décrivait ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Donc un texte de 4 pages, quoi. Oui. Malgré tout, les fonds ils vont accepter de miser sur eux. Et des fonds comme Partech ou Kima de Xavier Niel vont entrer. Pas parce qu'ils avaient la preuve particulièrement que ça allait marcher, mais parce qu'ils ont cru en l'équipe. Jean-Charles et Charles, en fait, c'était pas des inconnus. Le premier avait cofondé Explicit, une startup qui a révolutionné les sièges d'avions légers, et le second sortait de Twitter, où il travaillait sur la data et la performance produit. De profils solides, complémentaires et surtout crédibles. Assez pour donner envie à quelques investisseurs de parier sur eux, avant même qu'ils n'aient un produit. Il y a beaucoup de gens et de business angels qui nous ont fait une confiance assez aveugle très tôt, et c'était vraiment bien. Et quelques mois après le financement, Alan obtient l'agrément dont ils avaient besoin et le produit voit enfin le jour. L'AP fluide, les remboursements rapides et le ton humain. Et surtout, ça répond à une promesse simple, comprendre enfin son assurance. Tu sors de chez l'ostéo, tu prends en photo ta facture et t'es remboursé parfois dans l'heure. Donc c'est pas 5 jours après, c'est parfois dans l'heure. Au lieu d'avoir une grille incompréhensible de couverture, tu vas taper lunettes ou spécialiste, et au lieu juste de te mettre la grille, tu peux mettre le nom du spécialiste que tu vas voir et on va te dire combien tu vas être remboursé. Et ce qui, dans un secteur aussi poussiéreux que l'assurance santé à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, relevait presque de la magie. Et ça marche, le bouche à oreille devient la meilleure campagne marketing. Les startups parisiennes l'adoptent, puis les PME, puis les grands groupes. Et derrière cette croissance, il y a une obsession avant tout, c'est le produit. Pour nous, et peut-être qu'on aurait dû faire différemment, mais ça a été produit. On n'avait pas d'équipe growth, pas de sales pendant assez longtemps. La stratégie de distribution est très importante, mais il faut avoir un produit extraordinaire. En quelques années, Alan c'est devenu la première néo-assurance santé indépendante d'Europe, avec plus de 500 000 utilisateurs, 1000 employés et une valorisation qui dépasse les 2,7 milliards d'euros. Et c'est exactement là que le modèle du capital risque prend tout son sens. Alan, ils n'ont pas cherché la rentabilité immédiate. Pendant des années, ils ont perdu de l'argent volontairement. Leur objectif, c'était croître vite, capturer le marché et construire un produit parfait. Chaque levée de fonds, 12, 40 puis 185 millions, a servi à accélérer encore. Ils ont embauché massivement, investi dans la tech et repousser les frontières du secteur. C'est exactement ça que les fonds de venture capital veulent. Un pari risqué, mais un potentiel de x100 si ça marche, et là, ça a marché. Mais ce modèle, il a un prix. Pour chaque Alan, il y a des dizaines de startups mortes en silence. Des fondateurs épuisés et des idées qui trouvent pas leur marché. C'est la face cachée du capital risque, finalement il n'y a pas de succès sans échec massif derrière. C'est brutal, c'est efficace, et surtout, c'est ce qui permet à des idées improbables de devenir réalité. Pourtant, cette success story, elle nous dit pas tout, parce qu'on parle souvent du venture capital comme un jeu d'argent. Des paris à plusieurs millions, des valorisations qui explosent, et des fonds qui misent sur des startups comme à la roulette. En réalité, c'est pas un jeu d'argent, c'est un jeu de temps. Parce que le vrai pari du capital risque, c'est pas sur un produit ni sur une idée, c'est sur des gens capables d'apprendre plus vite que les autres. Des fondateurs qui itèrent, qui pivotent, qui échouent, puis qui recommencent encore et encore jusqu'à trouver ce qui va fonctionner. L'argent finalement c'est juste le carburant, le temps c'est le moteur. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui disparaissent, c'est rarement la somme levée, mais la vitesse à laquelle ils apprennent à s'en servir.